On va parler de parentalité positive maintenant dans cette émission avec Eugénie. Bonjour. Merci d'être là, Eugénie, parce que on va essayer de casser un peu les codes du schéma éducatif classique, basé sur la sanction, l'obéissance et l'absence de mauvais comportements. Là, on va essayer d'être dans un autre schéma où on essaie, dans cette éducation positive, de mettre en avant les qualités individuelles de l'enfant sans tomber dans l'enfant roi. Ouais. C'est là la subtilité. Ouais. C'est réussir en fait à transmettre des valeurs de respect, donc de respect de l'enfant et de respect de l'autre, de développer sa confiance en lui, de responsabiliser l'enfant en fait. Et ça ne veut pas dire faire un enfant tout puissant, ça veut dire faire un enfant plus conscient et plus responsable. Et respectueux. Et respectueux de lui et des autres. Et ça demande aux parents pas mal d'efforts parce que ça demande qu'ils montrent l'exemple en fait. Oui, et ça demande aussi, pour la plupart, qu'ils ne reproduisent pas le schéma qu'ils ont eu et c'est ça qui est difficile finalement, c'est de réfléchir à comment on veut, qu'est-ce qu'on veut transmettre à notre enfant et comment on va faire. Alors d'abord, on essaie de reconnaître les émotions, c'est-à-dire qu'on évite de nier les expressions d'une humeur ou d'un comportement d'un enfant, mais on essaie de les reconnaître, de les comprendre et de les valoriser, entre guillemets, c'est-à-dire de les exploiter, on va dire. C'est-à-dire que ça s'entend souvent, hein, mais pourquoi tu pleures C'est les bébés qui pleurent, tu pleures comme une fille. Et finalement, c'est comme si on lui disait, ton émotion, c'est pas la bonne, elle est nulle, t'as pas le droit de ressentir ça. L'enfant, il va interpréter ça comme vraiment, je fais pas ce qu'il faut, mais il sait pas ce qu'il doit faire à la place. Et puis, il sait pas comment interpréter cette émotion. Il croit que ce qu'il ressent, ce qui vient de lui-même, de l'intérieur de lui, c'est pas adapté. Le message, là, ça va être plutôt de dire, tu pleures, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es triste? Est-ce que tu es en colère? Et de pouvoir lui permettre de faire un lien. Qu'est-ce qui vient de générer cette émotion? Et ça va lui permettre de se rendre compte qu'en fait, ce qui se passe à l'intérieur de lui, ça a une raison d'exister. Donc, il va pouvoir développer une meilleure confiance en lui et puis une meilleure communication avec l'extérieur. Parce qu'on n'oublie pas que les émotions, c'est notre lien avec l'extérieur, notre manière de comprendre le monde et de se faire comprendre du monde. Qui est un gros coup de colère, une forte émotion ou un caprice, il faut s'adapter de la même façon? Parce que les caprices, franchement, ils prennent le dessus quand même. Au niveau des caprices, c'est les chefs pour ça. Qu'est-ce que c'est un caprice, justement? On en revient à adapter son discours à l'enfant, adapter ses demandes aux besoins de l'enfant. Un caprice, finalement, ce qu'on va nous interpréter comme un caprice, ça va être souvent un problème de compréhension, en fait, entre le monde de l'adulte et le monde de l'enfant. Et du coup, l'enfant, il se trouve totalement démuni et il va réagir en déchargeant une émotion. Et nous, on ne comprend pas ce qui se passe. Ça ne veut pas dire qu'il fait un caprice. Ça veut dire certainement qu'il y a eu un problème de compréhension. Donc, ça va être important de pouvoir adapter ses demandes. Adapter, ça veut dire, plutôt que de donner un ordre qui ne va pas forcément aller dans le sens des besoins de l'enfant, proposer des choix. Même si c'est des choix limités et que c'est moi qui les initie, au moins l'enfant va se sentir plus responsabilisé. Plutôt que de manger tes haricots, demandez-lui s'il préfère du beurre ou de la crème fraîche dans ses haricots. Vous voyez, vous détournez. Franchement, le bon vieux caprice de non, je ne veux pas manger ce qu'il y a dans l'assiette, on a beau rajouter tout ce qu'on veut, hormis des frites et du ketchup. Walou, il ne mangera pas ce qu'il y a dans l'assiette. Donc, si on rajoute de la mayonnaise, du beurre, de la crème fraîche, ça va je ne sais quoi, de comment peut-être des tortues ninja ou des machins, histoire de le faire manger différemment. Mais globalement, c'est quand il ne veut pas, il ne veut pas. Quand il ne veut pas, il ne veut pas. Ça fait partie aussi, encore une fois, du développement psycho-affectif de l'enfant. Et ça, c'est important pour les parents de s'informer de à quel moment mon enfant va se comporter comment. Il y a des phases où l'enfant s'oppose plus, il y a des phases où il est capable de commencer à intégrer plus de nouvelles règles, d'être plus responsabilisé. Et on va essayer d'adapter au mieux nos demandes et la manière dont on lui parle en fonction de ce qu'il est capable de comprendre et les missions dont il est capable de se sentir investi. Expliquez-nous sur Facebook si vous avez des problèmes de communication justement avec votre enfant et on essaiera d'y répondre à la fin de cette chronique. Les outils de communication justement, il faut essayer dans un premier temps d'éviter les cris. C'est compliqué parce que ça décharge aussi un peu des fois, mais il faut essayer de se contenir. C'est important parce que les cris finalement, on a l'impression que quand on parle plus fort, on va faire preuve d'autorité. C'est une mauvaise traduction finalement puisque quand on crie, en réalité, ça veut dire qu'on est déjà dépassé par notre propre émotion. Donc ça veut dire qu'on a déjà perdu le contrôle. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas géré avant.
on est peut-être à la bourre, on est peut-être fatigué. Souvent, ça vient plutôt de quelque chose de personnel. Et du coup, l'extérieur va provoquer cette émotion chez nous. Le cri, ce qu'il va faire, c'est qu'il va plutôt générer de la peur chez l'enfant et donc induire chez lui un mode de défense qui sera peut-être de la colère ou du repli sur soi, mais il ne va pas du tout entendre ce qu'on a à lui dire dans le fond. Donc l'important, c'est de pouvoir transmettre un message, faire preuve d'autorité, c'est être clair et précis, adapter son message, et ça va plus passer finalement par un langage corporel que par... Et proposer une solution alternative, toujours. Proposer une solution alternative. Alors ça, c'est important dans les modes de communication, c'est on évite, et c'est là qu'on va comprendre pourquoi on parle de parentalité positive, on évite d'être négatif, c'est-à-dire qu'on évite le non, on évite le ne pas. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'on est ultra laxiste, ça veut dire là qu'on se base plutôt sur ce qu'on connaît des neurosciences, que notre cerveau, en fait, il n'entend pas la négation. D'accord. Il comprend l'action. Donc quand vous lui dites « ne crie pas », il comprend « crie ». Et ensuite, ça lui demande un effort en plus de dire « en fait, c'est ce qu'il ne faut pas que je fasse ». D'accord. D'accord ? Donc l'important, plutôt que de dire « ne crie pas », ça veut dire « parle calmement ». Au lieu de « ne cours pas », je vais lui dire « marche tranquillement ». Passe par là, plutôt que marche pas dans la flaque d'eau, vous voyez. Si je vous dis ne pensez pas à un éléphant rose, vous allez dire bon, faut pas que je pense à un éléphant rose, donc vous êtes en train de penser à un éléphant rose. Ouais, et il est sympa d'ailleurs, il est pas mal. Donc en fait, on essaie de trouver, et ça te demande aussi un certain effort, parce que ça veut dire j'apprends à reformuler mes demandes. Très bien. Et en plus de ça, ça m'évite souvent de projeter mes propres peurs. C'est-à-dire que par exemple, à 6 ans, quand vous emmenez votre enfant chez le pédiatre, ça fait 6 ans qu'il n'a pas fait de vaccin quasiment, il ne sait pas qu'est-ce qu'il attend. Mais souvent, on lui dit « n'aie pas peur ». Et alors du coup, il sait. Il se demande pourquoi il doit avoir peur. Et donc, il risque d'avoir peur. D'accord. Vous voyez ? Ne touche pas à ça. Il n'avait peut-être pas vu l'objet dont vous parlez. Mais maintenant, il se dit, il ne faut pas que j'y touche, donc il a envie d'y toucher. Ça s'appelle la parentalité positive et on va tout vous mettre sur Internet, sur notre site web, avec tous les conseils et les détails justement d'Eugénie. Et ce sera, voilà, comme ça vous pourrez le relire le soir, parce que c'est vrai que c'est technique, donc ça nécessite d'être acquis. Merci beaucoup Eugénie. Quelques réactions sur Internet aussi, Anne-Sophie. Non, non, j'ai rien à vous dire. Non, en fait, je peux pas. Je vais plutôt faire comme ça. Voilà, je vais plutôt. Waouh, j'ai compris. Alors, Eugénie, on a eu 2 petites réactions qui sont arrivées sur notre boîte mail. La première, celle d'Evelyne, qui dit « La parentalité positive est une arme contre la délinquance juvénile ». Et elle invite tous les parents à utiliser cet outil pour éduquer et encadrer leurs enfants. Donc là, c'est une affirmation et ça doit être quelqu'un qui pratique, à mon avis, la parentalité positive. Et puis, on a Erika qui s'interroge. Elle a une petite fille de 8 mois. Elle dit elle ne parle pas encore. Elle commence à se déplacer. Donc, évidemment, en tant que jeune maman, j'ai tendance à lui dire non, fais pas ci, fais pas ça. Voilà. À partir de quel âge est-ce qu'on peut faire ces principes-là? Est-ce que 8 mois, c'est trop tôt? C'est jamais trop tôt, c'est vraiment au contraire quelque chose qui va s'apprendre qu'on apprend nous-mêmes à développer avec notre enfant. Donc ça veut dire que je vais apprendre à lui parler positivement. Je vais pas lui dire va pas là, fais pas ça. Je vais lui proposer d'autres choses, je vais lui suggérer d'autres choses. Et je vais adapter ce que je lui propose aux capacités d'un enfant de 8 mois. Mais c'est vraiment important de comprendre que c'est développer, transmettre des valeurs en fait à nos enfants, et je pense que c'était en ça que la première réaction est intéressante, c'est je transmets des valeurs de confiance en soi, de respect de soi, de respect de l'autre, et donc c'est un message pour la génération d'après, plus optimiste que de dire tu peux pas faire ça, tu sais pas faire ça, où on est dans un rapport de force, c'est toujours de dominant-dominé. Là on est dans le respect de tout le monde. Merci beaucoup, merci pour ces réponses et ces questions.